Donc nous continuons nos entretiens dans le cadre du 50e anniversaire du lancement d'Astérix qui a fait de la France la troisième puissance spatiale. À mes côtés, Claude Terrazzoni, Bonjour. qui a été un acteur de premier plan donc, de cette aventure, puisque votre rôle, vous me l'avez dit juste avant qu'on commence, vous pouviez arrêter la chronologie en quelque sorte. Absolument. J'avais un droit de veto. Vous aviez un droit de veto, et alors pourquoi vous aviez ce droit de veto? Parce que le financement était étatique. J'étais ingénieur militaire de l'air à Colombéchard, permanent. Je représentais les intérêts de l'État, mais surtout j'étais en train de faire la mise au point de la force de frappe nucléaire, c'est-à-dire SSBS, qui avait 3 composantes. Le SSBS, sol-sol balistique, le MSBS, qui est encore aujourd'hui dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et l'arme nucléaire qu'on appelait 52, qu'on a mis sous le Mirage 4 des forces aériennes stratégiques d'abord, et qui est aujourd'hui sous le Mirage 2000 encore. Voilà. Parce que pour être clair, la fusée Diamant A qui a lancé Astérix a un héritage 100% militaire. Elle existe parce qu'il y avait des missiles. Absolument. Si on parlait moderne, on dirait que Diamant est un avatar de la force de frappe nucléaire. Et alors par rapport aux missiles balistiques, c'est le 3e étage qui permettait à cette Mais c'est utilisation. une nécessité parce que si vous voulez, un missile balistique, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'un point A à un point B à 2000 km. Il y a une tête qui rentre avec une bombe atomique qui doit exploser en altitude, mais elle ne se satellise jamais. Pour se satelliser, il faut se mettre perpendiculaire à la tangente dans l'espace et accélérer pour aller sur l'orbite. Donc il faut un 3e étage. Voilà. Et c'était donc le rôle du 3e étage. Parce que Diamant, les 2 premiers étages étaient purement dérivés des missiles. Venait du travail qu'on avait fait pour le militaire. Donc s'il n'y avait pas eu la volonté d'indépendance militaire stratégique nucléaire, il n'y aurait pas eu de Diamant. Il n'y aurait pas eu de Diamant, mais il y aurait eu autre chose, j'espère. Mais je pense que Diamant a donné une impulsion fantastique, à la fois pour l'espace, parce que ce sont des financements publics, et les politiques, si on avait des échecs ou si on ne faisait rien, ils ne mettaient pas d'argent. Avoir ce succès, ils ont continué, et on voit où on en est aujourd'hui. C'est la suite, parce que les gens ont eu confiance. On a mis en place des structures, des industriels, des gens qui savaient faire, de la technologie, elle n'est pas simple, c'est une haute technologie, et donc ils mettent de l'argent. Et derrière, si vous voulez, je pense qu'on a apporté aussi un poids politique, parce que dire qu'on a une force de frappe nucléaire, c'est très important. À l'époque, il n'y en avait que 2, l'URSS qui nous agressait, les États-Unis, c'était la guerre froide, et pouvoir dire à l'URSS, si vous m'envoyez un missile, je vous en enverrai 10, ça a stabilisé le monde. Je pense que c'était important. Donc aussi, Diamant A, c'était une démonstration de savoir-faire? Oui. Ben, c'était plus visible que des tests... Si vous voulez, il y a eu du travail, mais je pense que les ingénieurs de la CEREB, qui avaient produit les 2 premiers étages, ont été proposés d'en faire un 3e, en disant on doit pouvoir devenir... C'est une bonne idée. Mais ça a été un cauchemar quand même sur le terrain. Ah bon, un cauchemar, pourquoi donc? Vous voulez que je vous raconte des histoires? Ah bah oui, bien sûr, on est là pour ça. Bon, eh bien je vais vous raconter une histoire. 2 histoires. Allons-y. La première, c'est que travaillant dans la force nucléaire, on était sous le confidentiel défense. On avait le droit de rien dire, je n'avais même pas le droit de dire à mes parents ce que je faisais à Colombéchard. Et 3 jours avant le tir qui était prévu, non pas le 26 mais le 25, personne ne le dit, mais je vous dis, il était prévu, planifié le 25. Si on en tirait le 26, c'est qu'on a eu de gros ennuis. 3 jours avant, on voit arriver une caravelle qui amène 50 journalistes. L'horreur, personne ne nous l'avait dit. On commence à s'organiser pour savoir ce qu'on fait. Il n'y a pas de communication entre Colombéchard. Il n'y a que du morse. Vous ne passez pas 20 lignes de messages. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Et on vous répond, on ne sait pas. Et c'est comme ça qu'on travaillait avec la métropole. On n'a fait pas de téléphone, vous en doutez. Ça n'existait pas, le téléphone portable. Et donc, le lendemain, arrive une 2e caravelle. On nous dit que c'est la caravelle présidentielle. Le général de Gaulle a décidé de rapatrier tous ces journalistes. Ils n'ont rien à faire là. Il y en a qui sont restés. Donc, on avait des journalistes sur le dos. Et on commence le montage, les essais, la séquence part pour tirer le 25. Et lors du montage,
les gens qui montaient le deuxième étage s'aperçoivent qu'il y a une tuyère qui est détériorée. Il y avait un deuxième étage, on va le chercher et on le met. Et là, un message arrive en disant interdiction de tir avec le deuxième étage. Parce qu'on a monté un boîtier électronique qui est nouveau, qui n'a pas fini ses essais. Donc, attendez, on va accélérer les essais. Il a fallu 1 jour et demi pour qu'on ait un feu vert. La nuit, les vibrations, vous avez vu qu'il faut beaucoup vibrer dans nos métiers pour savoir que ça tient les vibrations. Et on a eu un feu vert. Et quand on a tiré, vous en avez entendu parler tout à l'heure, les coiffes se sont ouvertes et ont arraché les antennes télémesure. Le satellite a été muet et on se posait des questions. On avait mis des bateaux dans le golfe de Gabès pour étudier la télémesure et nous donner les infos. Ils n'ont jamais rien entendu. Ça se présentait pas bien quand même. Mais ça s'est bien passé au final. Moi, ça s'est bien fini, mais je vous rappelle qu'il faut 2 heures entre le moment où vous perdez le satellite et le moment où vous le retrouvez qui a fait le tour de la Terre. Presque 2 heures, 1h45. Et pendant 1h45, on a fait des paris. Ah bon, carrément. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Il fallait attendre. Et c'est le radar, parce que les antennes radar, vous voyez, elles sont plaquées, elles n'ont pas été abîmées. C'est le radar qui, à un moment donné, a accroché le satellite. Et on a su qu'il était sur son orbite. En plus, il n'était pas loin de ses caractéristiques. Apogée de 1800 km, périgée de 500 km. Et quelques jours après, les Américains qui avaient des radars plus évolués que le nôtre, nous ont envoyé des photos où on voyait le satellite, les 2 coiffes, les antennes qui volaient derrière, puisqu'elles avaient été arrachées. Elles étaient satellisées en même temps que le satellite. Et le 3e étage. Sur une même photo. C'était amusant. C'est amusant, oui. Je vais être un peu indiscret. Vous avez dit que vous faisiez des paris. Vous avez fait quel pari, vous? Moi, j'avais confiance. Moi, je suis toujours confiant. Je suis un homme optimiste, si vous voulez. Mais, vous savez, les ingénieurs de la CREB nous avaient dit une chance sur 2 de succès. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui font des probabilités. Moi, j'ai fait beaucoup de probabilités dans ma vie. Dans un modèle mathématique de probabilité, une chance sur 2, on met 0. Si on n'a pas 75, 3 chances sur 4, ou on met 1, mais tout le reste, on met 0. Donc, pour parier il fallait être courageux. Enfin, vous avez gagné finalement. Voilà. Alors, vous nous avez dit 2 petites histoires. C'est quoi la deuxième? On a juste 2 minutes. Mais je vous ai raconté les 2, parce c'était les ennuis techniques, les journalistes qui les journalistes et les ennuis. Alors les techniques, journalistes, on les a reçus pour le 2e tir, avec diapason, diadème. Ouais. Là, ça s'est très très bien passé, mais on a eu des ennuis. Alors on a eu un ennui terrible. C'est que le 1er étage, vous avez vu, c'est un propergol liquide, c'est de l'hydrazine et c'est très corrosif. Oui, c'est toxique aussi. Voilà. C'est toxique aussi, mais on avait des masques à gaz au cas où on ne les mettait jamais. Et lorsque vous aviez fait le plein dans la séquence de préparation du tir, il fallait tirer. Si vous ne tiriez pas, il fallait vidanger. On ne l'avait jamais fait. Il ne faut pas oublier que les gens qui servaient le champ de tir, c'était des appelés du contingent. Et donc, on lance la séquence de tir, on lance le plein, et là on a une panne sur des composants. On décide pas de vidanger, on prend le risque, et dans les 7 heures qui ont suivi, on a dépanné. J'étais chargé d'aller expliquer aux journalistes ce qui se passait sans tout leur dire, naturellement. Voilà. C'était amusant. Et 50 ans J'ai ramené à la Cité de l'Espace un magazine qui à l'époque s'appelait Constellation, qui est un petit magazine comme le Raider DJ, dans lequel le journaliste qui avait vu le tir, il a pris une photo et je suis sur une caisse et j'explique à tous les journalistes qui sont là pourquoi on a retardé le tir, mais qu'on ne va pas tarder à tirer. Et 50 ans plus tard, qu'est-ce que ça vous fait de voir la maquette d'Astérix? Écoutez, ça me rajeunit. Hein. J'avais 30 ans, je sortais d'école, c'était mon premier poste à la sortie d'école. J'étais sorti de super-héros en septembre 62 et le 1er janvier 63, j'étais à Maguire. Et vous avez participé donc à la grande histoire spatiale française. Mais ça m'a beaucoup plu parce que si vous voulez, j'avais des moyens aériens. J'avais un B-26, un Canberra pour les essais
de l'arme nucléaire. J'avais un Mystère 4 et un NF-13 pour faire je faisais la calibration du champ de tir. En mars 1966, avant le tir de D2, j'étais seul pilote, j'ai fait 80 heures de vol dans le mois. En vol d'1 heure, 4 vols par jour, et des jours 5. Ça me plaisait. Eh bien, en tout cas, merci. Voilà, c'était l'un des acteurs de cette grande aventure spatiale française qui a fait de la France la 3e puissance spatiale. Merci beaucoup C'est et bravo. Merci.